Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Isabelle Dion, Mario Beaulieu, Denis Trudel. Vraiment une belle invitation. Quand Mario m'invite quelque part, même chose Isabelle, même chose Denis, je dis toujours oui sans trop poser de questions. Et là, j'avoue que je n'avais pas demandé à quel point ce serait une grande salle avec beaucoup de monde. Mais j'ai juste dit oui comme ça parce que c'est des amis, parce qu'on partage une cause. Wow! Bravo! Ça me fait d'autant plus plaisir de venir vous parler que je viens de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui manifestement tient à cœur à beaucoup de monde. On a entendu notamment un témoignage vraiment super touchant, les discours qu'on a eus, la barre est haute, fait que je vais essayer d'être à la hauteur, mais vraiment c'était plus qu'une première partie. J'ai l'impression que c'est moi qui est en première partie des gens qu'on a entendus et qui étaient vraiment très éloquents sur le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc, la convergence culturelle. On l'a évoqué plus tôt, l'idée de la convergence culturelle, c'est d'avoir un modèle au Québec d'intégration de tout le monde, mais en pensant en particulier à nos compatriotes issus de l'immigration récente. Donc, un modèle d'intégration culturelle différent du multiculturalisme. Donc, c'est ça notre prémisse, puis je pense que plusieurs des orateurs avant moi l'ont illustré. Vous le savez, au niveau du Canada, eux, ils l'ont leur modèle d'intégration politique du multiculturalisme en 71 avec Trudeau, dans la Constitution de Trudeau en 82, loi sur le multiculturalisme en 88, donc adoptée par les conservateurs. Fait que chez les Canadiens, c'est transpartisan. Et au Québec, on a toujours été contre. Et ça aussi, c'est transpartisan, parce qu'en 71, c'était Robert Bourassa. Puis quand Trudeau a sorti multiculturalisme, Bourassa a dit non. Et par la suite, tous les premiers ministres, tous les gouvernements, tous les partis confondus ont toujours refusé la politique du multiculturalisme parce qu'on savait très bien que ça voulait dire que la culture québécoise, ça devenait une culture parmi d'autres, pas la plus importante. Donc, ça a été refusé dès le départ par Bourassa et ça a continué. Même Philippe Couillard aurait pu être tenté d'être multiculturaliste, mais il n'a jamais repris le mot comme tel, même s'il pouvait avoir des fois des politiques dans ce sens-là. Donc, bravo au Québec pour ça. On a résisté au multiculturalisme et ça a été transpartisan. Par contre, on n'a jamais vraiment réussi à avoir un modèle différent qu'on aurait mis, par exemple, dans une loi. Il y a des politiques à droite à gauche qui ont pu mentionner convergence culturelle, j'en parlerai tantôt. Plus récemment, justement, sur le gouvernement Couillard, on parlait plus d'interculturalisme, mais jamais on a eu une loi. Puis, je vous rappelle, là, je le disais tantôt, au fédéral, eux autres, ils ont non seulement le multiculturalisme dans la Constitution, mais il y a une loi canadienne sur le multiculturalisme. Donc, chaque organisme fédéral, là, le moindre petit organisme fédéral qui s'occupe de quelque chose qui n'a rien à voir avec la culture, je ne sais pas moi, la sécurité des installations nucléaires, bien, les fonctionnaires fédéraux là, qui s'occupent de ça, là, chaque année, ils remplissent un bilan puis ils disent qu'est-ce qu'ils font en matière de multiculturalisme, puis c'est tout l'appareil fédéral qui est au service du multiculturalisme parce qu'il y a une loi cadre qui vient lier tous ces organismes fédéraux-là. Nous, on n'a pas ça au Québec et c'est ce que je vous propose comme idée, qu'on se dote d'une loi cadre comme ça. Et l'idée, donc, c'est celle de convergence culturelle. C'est pas moi qui l'ai inventée. Avec d'autres, je l'ai redécouvert. Alors, mon exposé va être essentiellement autour du concept de convergence culturelle, d'où ça vient, qui a pensé à ça, qu'est-ce que ça veut dire. Puis ensuite, on va regarder un peu, dans mes travaux, je vais plus en détail, mais avec vous, je vais peut-être aller plus rapidement sur cette deuxième partie. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire de mettre ça dans une loi? Donc, j'ai fait ce qu'on appelle de la légistique, donc j'ai pris des idées, plus de sciences sociales, j'ai mis ça dans une loi, mais je vais y aller plus rapidement sur cette partie-là. Par contre, je vais vous expliquer tout de suite en partant pourquoi, du point de vue du Bloc québécois, à mon humble avis, ce serait pertinent que du côté de l'Assemblée nationale, ils se dotent d'une loi cadre sur la convergence culturelle. C'est que, vous le savez sans doute, le Bloc québécois a déposé un projet de loi pour que la loi canadienne sur le multiculturalisme cesse de s'appliquer au Québec. C'est drôlement une bonne idée, puis comme je vous le disais, ça fait consensus au Québec. Le Bloc, encore une fois, fait très bien son travail. Par contre, ce serait encore plus fort, ce serait encore plus facile pour le Bloc de faire son travail s'il disait « on veut que la loi sur le multiculturalisme canadien cesse de s'appliquer au Québec parce qu'on veut que la loi québécoise équivalente, elle, s'applique, y compris aux entreprises privées de compétences fédérales. » Parce qu'on peut faire l'analogie ici avec la question de la langue. Pourquoi le Bloc est si fort? Une des raisons pourquoi le Bloc est si fort dans le dossier de la langue, c'est que quand le fédéral veut ne pas se mêler de ses affaires puis dire on va créer une petite loi là, sur l'usage du français dans les entreprises privées pour singer la loi 101, mais en beaucoup moins bon, puis on va laisser les entreprises décider entre la loi fédérale qui impose pas beaucoup d'obligations, puis la loi 101. Bien, le Bloc se lève et il dit non, ça devrait être la loi 101 qui s'applique. Quand on parle de la loi 101, on sait c'est quoi, parce que ça existe depuis longtemps, c'est une loi super bien faite et tout le monde la connaît. Donc, si on avait au Québec l'équivalent d'une loi 101 en matière culturelle, donc une loi sur la convergence culturelle, bien, je pense que ça viendrait
ça serait encore plus facile pour le Bloc de se lever à Ottawa et de dire on n'en veut pas de votre loi sur le multiculturalisme, on a notre loi puis elle est bien meilleure comme la loi 101. C'est pour ça que je suis content d'être ici aujourd'hui puis de parler de ça, même si ultimement ce serait une loi de l'Assemblée nationale. Je pense que le Bloc pourrait jouer un rôle super important. Donc la politique de convergence culturelle, c'est quoi? J'en parlais à l'instant, je parlais à l'instant de la loi 101. C'est très lié. En 1977, on adopte la loi 101. En 1978, on adopte une politique québécoise de développement culturel qui mise sur le concept de convergence culturelle. Puis c'est les mêmes. Donc, ceux qui ont travaillé sur la loi 101, un an plus tard, travaillent sur une politique de convergence culturelle. Donc, au niveau politique, Camille Lorrain. Au niveau intellectuel, Fernand Dumont, Guy Rocher, probablement nos plus grands sociologues québécois là, de tous les temps. Donc, leur logique, c'est de dire la chose suivante. On vient de se doter d'une loi qui consacre le français comme langue commune. Comme langue officielle, évidemment, des institutions et tout, mais plus que ça, comme langue commune, la langue que tous les Québécois devraient connaître puis qui devrait servir de moyen de communication entre gens de différentes origines. Donc, on a une langue commune et la langue, c'est pas seulement un moyen de communication. La langue, c'est aussi un véhicule culturel. Donc, si on veut être cohérent, à partir du moment où on décide qu'on a une langue commune qui s'appelle le français, il faut avoir une culture commune qui s'appelle la culture québécoise. À l'époque, on disait tradition française, on pourrait dire d'expression française. Donc, c'est vraiment la logique de la loi 101 appliquée en matière culturelle l'année suivante. Et dans cette politique-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rejette explicitement l'approche multiculturaliste du fédéral. Alors que d'autres fois, le gouvernement du Québec, dans ses documents, il parle d'interculturalisme, il ne parle pas de multiculturalisme. Là, on comprend que peut-être qu'il essaie de rejeter le multiculturalisme, mais il ne le dit pas. C'est un peu timide. Alors qu'à l'époque, on disait, le multiculturalisme, on n'en veut pas, mais voici ce qu'on vous propose, puis c'est différent. Donc, c'était beaucoup plus assumé comme rejet du multiculturalisme. Ensuite, concrètement, c'est quoi la convergence culturelle? D'abord, disons ce que c'est pas, puis ensuite, on va arriver sur ce que c'est. D'abord, la convergence culturelle, ce n'est pas l'assimilation des minorités ethniques, des communautés culturelles. C'est pas ça, puis souvent, c'est caricaturé par les opposants, par les multiculturalistes ou des tenants de d'autres options. C'est pas ça. Puis dans le document de 1978, dans la politique comme telle, c'est écrit. Je vous lis un passage parce que la plume de Dumont et Rocher était autrement meilleure que la mienne. Donc, on peut lire dans cette politique-là, entre l'assimilation lente ou brutale et la conservation d'originalité enclose dans les murailles des ségrégations, il est une autre voie praticable, celle des échanges au sein d'une culture québécoise. Donc, la convergence culturelle, c'est pas l'assimilation, c'est pas de dire quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde, là, au jour 1, ça devrait être comme un Québécois, puis son bagage de son pays d'origine, on n'en veut pas. C'est pas ça, la convergence culturelle. Mais de l'autre côté, c'est pas non plus la ghettoisation, puis c'est pas non plus, vous êtes de telle origine, de telle couleur, on va vous mettre dans telle petite case, puis vous allez aller à tel petit endroit en dehors des institutions communes. Donc, on évite ces deux approches, j'allais dire extrêmes-là, on cherche quelque chose de beaucoup plus sensé. Et cette approche plus sensée-là, c'est la chose suivante, c'est de dire, on a une culture québécoise d'expression française et elle évolue constamment. C'est pas la culture canadienne-française, ceinture fléchée ou je ne sais trop quel cliché là, qu'on pourrait multiplier ici. Non, c'est une culture qui est constamment en évolution, puis qui est constamment influencée de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Comme toutes les cultures en démocratie, on reçoit des informations de partout. Donc, notre culture québécoise, elle est d'expression française, elle nous vient de Nouvelle-France, elle participe de la civilisation française et on ne renie pas ça, au contraire, on en est fiers. Mais en même temps, on veut que cette culture-là, elle évolue, elle est ouverte. Et comment elle évolue? De différentes façons, mais entre autres, grâce aux apports provenant de nos compatriotes issus de l'immigration récente, qui, en puisant dans le bagage de leur pays d'origine, peuvent s'inscrire dans la culture québécoise puis y apporter un petit quelque chose d'original. Pas le faire à part avec leur petite culture de leur propre pays qu'ils reproduisent au Québec. Non, de plein pied dans la culture québécoise, en s'inscrivant dans nos traditions, en citant les auteurs québécois de jadis et tout, puis en poursuivant cette grande aventure, mais en y apportant un petit quelque chose d'original qui peut venir de leur pays d'origine. Puis là, évidemment, je vais vous donner des exemples parce que comme je suis professeur, je sais que c'est toujours très pédagogique des exemples. En même temps, c'est toujours un peu limitatif et c'est toujours un peu injuste dans ce cas-ci parce que des Québécois de différentes origines qui ont contribué à la culture québécoise au cours des 4 derniers siècles, il y en a, c'est à l'infini.
Donc, je vais vous en nommer 4-5, mais en même temps, c'est injuste pour les milliers d'autres qui ont pu contribuer. Mais bon, à des fins pédagogiques, je vous en nomme une couple de différentes époques, puis c'est différentes époques, puis c'est voulu comme tel parce que même dans une de mes études, je remonte jusqu'à la Nouvelle-France pour expliquer à quel point on a toujours pris des gens à cette époque-là qui venaient de différentes régions de France, il y avait des langues différentes et tout, mais on finissait par avoir une culture commune puis une langue commune autour du français. Bref, je remonte plus loin. Aujourd'hui, je vais remonter un petit peu moins loin, je vais remonter juste au 20e siècle, puis je vais vous donner 4 exemples. La Bolduc, vous connaissez sans doute la Bolduc. Bon, ben la Bolduc, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas contribué à la culture québécoise ou canadienne-française, comme on disait à l'époque. On connaît ses chansons et tout. Ben la Bolduc, son vrai nom, c'est Mary Travers, son nom de jeune fille, comme on disait à l'époque. Elle a des origines irlandaises, puis dans sa musique, il y a des influences irlandaises. C'est le folklore irlandais, mais qui raconte la réalité de la classe ouvrière canadienne-française. Donc ça, c'est un premier exemple que je trouve intéressant. On parlait tantôt de Serge Fiori. Quel autre bel exemple? C'est clairement dans la culture, on ne peut pas trouver plus bel exemple de quelqu'un qui s'inscrit plein pied dans la culture québécoise avec Harmonium, qui est probablement le groupe, en tout cas moi personnellement, quand je me retrouve dans l'autre bout du monde, puis que je rencontre un musicien, puis je veux lui faire découvrir la culture québécoise, c'est Harmonium que j'ai fait écouter. En tout respect pour les autres groupes, là, musicalement, c'est supérieur. Donc, c'est pour vous dire, donc Serge Fiori, je veux dire, on se pose même pas la question à savoir est-ce qu'il y a de culture italienne, québécoise, italo-canadienne, on se pose pas la question, évidemment, qui a contribué avec son groupe puissamment à la culture québécoise. Mais en même temps, quand on connaît sa biographie, on sait que son enfance, un peu à l'italienne et tout, c'est ça qui a fait de lui le musicien qui plus tard est devenu, ce qu'on sait, une contribution immense à la culture québécoise. Je pourrais multiplier les exemples, je vous en donne juste 2 autres. Normand Brathwaite. Combien de fois Normand Brathwaite a animé notre fête nationale de la Saint-Jean? Je ne sais plus si c'est 10, 12, 15 fois, mais plein de fois. Puis je me souviens, moi, quand j'étais jeune, années 80-90, là, ça me rajeunit pas, il y avait à Télé-Québec, qu'on appelait probablement Radio-Québec à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Beau et chaud. Là, il y avait toujours de la musique, il y avait toujours des groupes, c'était beaucoup de culture québécoise. Il pouvait y avoir des invités de l'étranger, mais c'était beaucoup la culture québécoise. Puis moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, ma culture québécoise. Beaucoup avec Beau et chaud et Normand Brathwaite dans les années 80-90. Fait que quand aujourd'hui, je me fais dire la culture québécoise, c'est une culture blanche, je fais comme, quoi? Mais c'est tellement idiot de lire ça puis d'entendre ça quand on a grandi dans ce Québec-là, qui faisait de la place pour qui le visage de la culture québécoise, c'était Normand Brathwaite, entre autres. Je veux dire, on hallucine quand on entend ça. Puis Normand, bien évidemment, qu'il nous parlait de notre culture, mais en même temps, il y avait des influences des Caraïbes. On sentait des fois qu'il nous faisait découvrir des choses qu'on connaissait moins. Et c'est ça, la convergence culturelle. Dernier exemple, un plus récent, parce que là, je parle peut-être plus aux plus vieux avec ces exemples-là. Plus récemment, Rachid Badouri. Rachid Badouri, c'est de l'humour québécois, puis personne ne doute de ça. Mais en même temps, quand il fait son humour qui s'inscrit dans la tradition de Deschamps, qui s'inscrit dans la culture québécoise, en même temps, des fois, s'il nous raconte, c'est des histoires de familles maghrébines au Québec, qui vivent des trucs, bon, qui sont originaux, puis qui nous font rire. Donc, c'est québécois, personne ne doute de ça, mais en même temps, il y a un petit quelque chose d'original. Le fait qu'il ne soit pas d'origine canadienne-française au niveau de ses quatre grands-parents, ben, il va chercher dans son bagage de son pays d'origine un petit quelque chose d'original qui fait que la culture québécoise, grâce à lui, ben, est encore plus riche qu'elle ne l'était avant qu'il s'inscrive dedans. Donc, c'était mes 4 exemples. On pourrait les multiplier à l'infini, mais je pense que vous avez compris. Donc, ça, c'était une parenthèse. Je reviens à la politique de convergence culturelle de 78. Dans cette politique-là, on énumère des facteurs qui favorisent la convergence culturelle. On dit c'est l'école, c'est les contacts avec la culture québécoise, c'est la radio, c'est la télévision. Hein? Il y a des institutions dans lesquelles il faut s'assurer que les Québécois de toutes les origines vont participer et la politique en énumère certaines. La politique énumère aussi des facteurs qui peut-être encouragent moins l'intégration et la convergence culturelle. Hein? Les organisations mono-ethniques, bon, il ne s'agit pas de les interdire, ça ne dirait pas que c'est mal, mais disons qu'il ne faudrait pas que ce soit que ça. Il faut aussi qu'il y ait des organisations où ce n'est pas seulement la personne d'origine X avec des gens de sa même origine, on veut des gens d'origine diverse, donc les organisations mono-ethniques, ce n'est pas toujours 100% favorable à l'intégration. Ensuite, l'inféodation à la minorité anglophone. On en parlait tantôt, souvent les nouveaux arrivants vont arriver, puis là, ben, finalement, ils vont être dans toutes sortes d'associations liées à leur communauté, mais qui vont s'adonner à être des associations finalement plutôt anglophones. Donc ça non plus, ça ne favorise pas l'intégration, puis la politique de 78 le fait ressortir. Ensuite, en 1981, il y a eu une autre politique, en fait un plan d'action, autant de façons d'être québécois, et là c'était Godin. Donc autant tantôt c'était Lorrain, là c'était Godin, on en a parlé tantôt, et Godin est dans le même sens également.
peut-être avec un petit peu plus proche de l'interculturalisme, du multiculturalisme, mais il restait, avec l'expression convergence culturelle, puis il restait quand même proche de la politique qui avait été mise en place 3 ans plus tôt par Camille Lorrain. Ensuite, dans les années 80-90, début 2000, il y a plein de gens qui ont continué à écrire sur ce concept-là de convergence culturelle. Un gars comme Julien Harvey, qui est un intellectuel, mais aussi quelqu'un très actif dans l'accueil, l'intégration des nouveaux arrivants, il va écrire pour nous dire qu'il faut vraiment que la culture québécoise s'enrichisse de la part d'immigrants, mais qu'il faut qu'elle demeure le point de convergence. Donc, il reprend cette idée-là. Il répète, lui aussi, que ce n'est pas l'assimilation, la convergence culturelle, c'est tout simplement le fait de l'exigence d'être québécois au Québec, pour reprendre sa formule. Et lui aussi nous dit qu'il est important que les organismes qui œuvrent à l'intégration des immigrants soient multiethniques, qu'il y a des Québécois d'origine canadienne-française, puis de d'autres origines et tout. Donc, lui aussi revient avec cette idée-là. En 88, toujours, un autre auteur, Gabriel Gagnon, qui publie aussi un article plaidoyer pour la convergence culturelle. Lui, il insiste beaucoup sur un élément, je pense que M. Saint-Pierre Plamondon soulevait tantôt, c'est-à-dire que lorsque les francophones se retrouvent en minorité, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, lui, il dit la convergence culturelle, c'est l'idée de dire on ne souhaite pas que les francophones au Québec deviennent une minorité un petit peu plus importante que les autres numériquement. Non, il faut vraiment que ce soit un foyer de convergence, puis qu'on attire plein de gens, puis que forcément la langue et la culture d'expression française là, demeurent majoritaires. Donc ça, c'est Gabriel Gagnon. Ensuite, je vous en cite une autre, Sylvana Viata. Début des années 2000, elle parle beaucoup de la question des artistes, les œuvres culturelles et tout. Puis elle note qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui veulent vraiment faire rayonner leur art au Québec, s'inscrire dans la culture québécoise, sans nécessairement avoir une connotation ethnique. Là. Ils ne veulent pas être mis dans une petite case, un festival de sa communauté seulement. Non, les personnes, les Québécois issus de l'immigration, qui sont des artistes, veulent rayonner au-delà de leur communauté d'origine. Et c'est pas toujours évident, parce que des fois, avec, entre autres, des politiques du multiculturalisme, on peut les mettre dans une petite case. Et c'est pas nécessairement ça qu'ils souhaitent. Et Viata souligne ça au début des années 2000. Puis elle va aussi souligner que les politiques d'interculturalisme, bon, comme le mot l'indique, on essaie de faire découvrir la culture québécoise à des nouveaux arrivants, inversement. Elle dit, finalement, souvent, on arrive à faire en sorte que des Québécois là, de la société d'accueil s'intéressent à des éléments culturels liés à des cultures issues de l'immigration. Donc, on fait des fêtes de tradition du monde, puis là, on goûte à des plats. Ce côté-là de faire découvrir aux Québécois de la société d'accueil des cultures issues de l'immigration récente, ça fonctionne bien, mais elle dit l'autre côté fonctionne moins bien. Donc, dans les politiques, dans les programmes d'interculturalisme, donc de vraiment faire découvrir la culture québécoise à des nouveaux arrivants, ça, c'est comme si ça a moins marché dans l'interculturalisme. Et je pense que ça fait peut-être écho à ce que disait Mario plus tôt. Donc, dans l'interculturalisme, en théorie, c'est un peu les deux, puis là, dans les faits, finalement, ça marche pas nécessairement. Et c'est là que j'arrive au point où je vous explique pourquoi, à mon avis, l'interculturalisme est très semblable au multiculturalisme. Et là, j'avoue que je le fais avec à la fois beaucoup de franchise, mais en même temps, je tiens à souligner à quel point le Bloc québécois, sa commission de la citoyenneté, Isabelle en particulier, ont vraiment une culture démocratique incroyablement admirable, parce qu'on m'invite ici à parler pour la convergence culturelle, puis forcément, ça implique un petit peu, puis je pense qu'on s'en attendait, de critiquer l'interculturalisme, alors que l'interculturalisme, jusqu'à avis contraire, donc, et la position officielle du Bloc. Donc, je tenais vraiment à le dire, quelle belle culture démocratique d'un parti de dire on va inviter quelqu'un pour nous remettre en question puis nous alimenter en vue peut-être de changer notre programme au prochain congrès. Donc, vraiment, c'est pas tous les jours que je suis invité par un parti politique pour le challenger, comme on dit en bon français. Alors, je suis vraiment heureux de ça et je tenais à le souligner. Ouais. Donc, pourquoi, à mon avis, interculturalisme, multiculturalisme, c'est très proche? Donc, dans mes travaux de recherche, j'ai trouvé plusieurs choses. D'abord, si vous regardez le rapport annuel sur la loi sur le multiculturalisme canadien, je vous le disais tantôt, la loi sur le multiculturalisme canadien, ça oblige le moins d'organismes fédéral à rendre des comptes, à faire des actions en termes de multiculturalisme. Or, quand on lit le rapport annuel, en tout cas les années que j'avais étudiées au moment de mon étude, bien, souvent, dans le rapport annuel de l'application de la loi sur le multiculturalisme, on parle d'interculturalisme. On parle d'actions interculturelles, de relations interculturelles, de programmes.
Donc, on voit bien que du point de vue des fonctionnaires fédéraux, là, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. D'ailleurs, il y a un rapport officiel aussi qui existe de la Bibliothèque du Parlement fédéral où on explique le multiculturalisme canadien, puis on dit au Québec, toutes les provinces appliquent le multiculturalisme, c'est juste qu'au Québec, ils appellent ça l'interculturalisme. Donc, pour les recherchistes de la Bibliothèque du Parlement, là, qui ne sont pas piqués des verres là, quand ils font des recherches pour vous autres, c'est quand même solide, ben puis c'est pas partisan, c'est des fonctionnaires neutres, puis là ils disent, ben c'est ça, Québec, c'est du multiculturalisme, mais qu'on appelle autrement. Donc une autre petite preuve dans le sens de ma thèse. Autre élément, le rapport Bouchard-Taylor. Dans Bouchard-Taylor, il y a un passage vraiment intéressant où on dit, bon, là il y a eu plein de décisions controversées sur les accommodements religieux, puis c'est vrai que c'est lié au multiculturalisme, parce que les juges qui rendent les décisions controversées en matière d'accommodement religieux parlent de multiculturalisme, mais le rapport dit, il parle de multiculturalisme, mais en vertu de l'interculturalisme, on arriverait aux mêmes décisions. Donc, par exemple, le droit de porter un poignard, un kirpan à l'école, même s'il y avait un psychoéducateur avec un rapport d'expert qui disait « ça n'a aucun bon sens, il risque d'avoir de la violence », malgré ça, la Cour suprême met ça de côté, dit « non, non, ça, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit d'avoir un rapport d'expert qui dit ça parce que le multiculturalisme, c'est sacré, vous n'avez pas le droit de remettre ça en question. » C'est écrit comme tel dans le jugement de la Cour suprême. Puis Bouchard-Taylor nous dit ce qui résulte du multiculturalisme, la même chose résulterait de l'interculturalisme. Puis on pourrait multiplier les exemples, le serment de citoyenneté avec le visage couvert, etc., etc. Tout ça est fait au nom du multiculturalisme, mais pourrait l'être au nom de l'interculturalisme. C'est ce que disent Bouchard-Taylor, puis j'aurais tendance à être d'accord. Ensuite, un autre exercice auquel je me suis prêté dans le cadre de mes travaux, je suis allé voir des politiques d'interculturalisme. Donc, parce que c'est bien beau de dire c'est quoi, puis on peut aller dans le dictionnaire où on peut lire Gérard Bouchard, mais concrètement sur le terrain. Donc, je suis allé voir un échantillon limité, j'en conviens, mais à peu près une douzaine de politiques en matière d'interculturalisme. Donc, soit des écoles, donc des commissions scolaires, des cégeps, des municipalités, donc toutes sortes d'organismes publics québécois qui ont une politique, soit de relations interculturelles ou d'interculturalisme et tout. Donc, parfait. Je suis allé voir ça, puis je suis allé voir leur définition de l'interculturalisme. Parce que c'est bien beau à lire des sociologues et tout, là, qui nous font des philosophes, puis je respecte beaucoup ça, puis ça nous enrichit nos réflexions, mais je me demandais sur le terrain, là, concrètement, là, les gens qui appliquent des politiques d'interculturalisme, c'est quoi leur définition de l'interculturalisme? Donc j'ai fouillé une dizaine, 10-12 politiques, puis dans toutes les définitions de l'interculturalisme, sans aucune exception, jamais il était question d'une culture commune, d'une culture québécoise, d'une culture majoritaire. Ça fait juste pas partie de la définition. Après ça, un sociologue ou un philosophe peut dire que oui, mais c'est là pareil. Mais dans les faits, là, sur le terrain, puis moi, comme je suis juriste, je suis moins dans les grandes réflexions philosophiques, je suis plus dans sont où les textes, puis c'est quoi les normes qui s'appliquent sur le terrain, puis c'est quoi les droits, les obligations. Donc, ces politiques-là, je les trouve importantes et elles nous indiquent que l'interculturalisme ne fait pas une place particulière pour la culture commune. Ensuite, il y a un autre argument qui est étymologique, donc interculturalisme. Ce que ça veut dire, quand on retourne à la racine d'inter, c'est entre, donc entre des cultures. Donc encore là, dans l'étymologie du mot, on ne sent pas qu'il y a une culture au centre dont il faut particulièrement faire la promotion. Ensuite, autre chose. Dans le livre de Gérard Bouchard, je ne veux pas le caricaturer, puis il peut avoir d'autres qualités par ailleurs, mais dans l'interculturalisme, il y a toujours, puis dans le multiculturalisme, il y a toujours quelque chose qui m'a, comme on dit en bon québécois, gossé. Mais j'arrivais pas nécessairement à mettre le doigt dessus. Tu sais, j'étais là, il me semble qu'il y a quelque chose là, que j'aime pas. Là, il me semble que des fois, on fait des liens entre couleur de peau et culture, comme si les cultures ne pouvaient pas être multiraciales. Il y avait quelque chose qui me gossait, mais j'arrivais pas tout à fait à mettre le doigt dessus. Puis en lisant Gérard Bouchard, dans son livre sur l'interculturalisme, qui par ailleurs est tout à fait un bon livre, il a dit quelque chose et j'ai dit « Ah ah, c'est ça que j'aime pas dans l'interculturalisme. » J'ai comme trouvé ce que je cherchais. Et j'y vais de mémoire, j'ai pas la phrase exacte, là, mais je pense que je l'ai presque mot pour mot parce que ça m'avait frappé. En gros, ce qu'il disait dans son livre sur l'interculturalisme, Gérard Bouchard, il disait « Jamais un Québécois qui n'est pas d'origine canadienne-française va pouvoir s'approprier la culture québécoise de la même façon qu'un Québécois d'origine canadienne-française pourrait le faire. » Pour vrai, là, je ne me trompe pas sur la phrase, là. Ça disait ça à un ou deux mots près. Et ça, pour moi, ça, c'est comme fait, c'est ça que j'aime pas dans l'interculturalisme, puis c'est pour ça que je serais jamais d'accord avec ça. Avant ça, j'étais comme, je me posais des questions, convergence culturelle, interculturalisme, mais là, j'ai comme fait, Parce que c'est problématique, cette phrase-là, de dire qu'un immigrant ne peut pas s'approprier la culture québécoise autant qu'un Québécois qui ne serait pas issu de l'immigration. C'est problématique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est comme si la culture québécoise n'était pas vraiment universelle.
Hein, c'est un petit truc entre nous, là, un peu de souche et tout, puis on peut pas vraiment... Ça reste entre nous, là, tu sais, c'est un petit truc un petit peu folklorique et tout, puis c'est pas vraiment une vraie culture universelle comme des grandes cultures françaises ou autres. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que la culture québécoise a un potentiel, elle est potentiellement universelle, puis donc déjà ça me pose problème. Puis ensuite, il y a l'association de dire, ben là, vous pouvez plus ou moins vous approprier la culture québécoise selon vos origines, donc du coup, selon votre couleur de peau peut-être. Et donc, il y a tout ça un peu qui est sous-entendu ou qui est carrément dit jusqu'à un certain point. Et ça, moi, ça vient me chercher pour des raisons politiques, philosophiques, mais aussi même pour des raisons personnelles. Moi, mes enfants sont d'origine arabe, italienne, canadienne, française, puis à différents degrés. Puis, tu sais, jamais je me viendrait à l'idée de dire, ah, ben une telle, avec son petit nom étranger, puis sa petite peau foncée, puis l'autre qui est plus italien, lui, oh, ces deux-là vont être moins québécois. L'autre va être plus québécoise parce qu'elle est vraiment d'origine canadienne-française, tu sais. C'est tellement absurde, c'est tellement étranger à la conception que je me fais de l'identité puis de la culture que... Voilà, c'est quelque chose qui vient me chercher dans une raison pourquoi je ne me reconnais pas dans l'interculturalisme, tel que pensé par Gérard Bouchard, qui est le grand penseur, qui est cité dans la politique du gouvernement Couillard sur l'interculturalisme. Donc, c'est pas comme juste un auteur par rapport qu'on peut ignorer, c'est vraiment le penseur de l'interculturalisme. Ce que je mentionnais à l'instant, le gouvernement Couillard, donc, qui a mis dans une loi, pas dans une loi, dans une politique, la question de l'interculturalisme, plus que d'autres l'avaient fait avant. À mon avis, c'est une raison de plus pour se méfier du concept. On sait que Dominique Anglade l'a repris et qu'elle veut faire une loi sur l'interculturalisme. Alors qu'on l'entendait tantôt au niveau du Parti québécois, on est maintenant favorable à la convergence culturelle. En fait, c'est un retour à la politique qui existait à la fin des années 70, début 80. En 2018, on parlait de concordance culturelle, donc c'était de la convergence, mais on ne voulait pas utiliser le mot. Bon, là, vous avez entendu le chef du PQ parler de convergence culturelle tantôt de manière vraiment, je pense, assez claire. Au niveau de la CAQ, c'est un petit peu ambigu, mais dans le projet de loi 96 sur la langue, il y a vraiment des éléments dans le sens de la convergence culturelle. On mentionne la langue et la culture québécoise comme liant de la société. On a une mesure très, très concrète là, pour qu'il y ait plus de musique québécoise puis de mise en valeur des œuvres culturelles québécoises dans les institutions publiques. Donc, on a des éléments dans le sens de la convergence culturelle, mais il y a aussi un élément du 96 où on parle du français comme langue interculturelle. En tout cas, il y a un petit truc interculturel aussi dans le 96. Fait que, bref, position légèrement ambiguë, mais globalement, plus d'éléments favorables à la convergence culturelle qu'à l'interculturalisme dans le projet de loi 96, là, qui, comme vous le savez sans doute, est le projet là, pour la nouvelle loi 101. J'arrive à la deuxième partie de mon... j'arrive à mon punch avant la deuxième partie. Mon dernier argument sur l'interculturalisme et pourquoi c'est préférable la convergence culturelle que l'interculturalisme. Donc, moi, je pense que pour des souverainistes, c'est nettement préférable d'avoir un modèle d'intégration culturelle vraiment différent de celui du fédéral. Parce qu'au fond, l'interculturalisme, c'est un peu du multiculturalisme avec quelques nuances. On pourrait le concéder. Là, on insiste un petit peu plus sur la langue française, des choses comme ça. Donc, on pourrait faire la nuance. Mais moi, je pense que si l'objectif du Québec, de son projet politique, de son projet de société, c'est de faire comme le fédéral, mais avec quelques nuances. Si c'est ça le projet là, du Québec, là, ben, je pense pas qu'il va se donner un pays. Parce que le fédéralisme canadien nous donne une semi-autonomie, puis si on veut faire pareil comme le fédéral, mais avec quelques petites nuances, le fédéralisme permet ça. Par contre, ce que le fédéralisme ne permet pas, c'est d'avoir un projet vraiment différent. Vraiment le contraire à certains égards du multiculturalisme. Là, le fédéral, là, ça devient difficile dans le contexte du fédéralisme. Et là, à mon avis, ça justifie de dire, ben là, il va peut-être falloir rompre le lien fédéral si on veut vraiment avoir notre modèle qui est véritablement différent du multiculturalisme. Donc, ça, je tenais à le souligner parce que je sais que vous êtes très attachés à ce projet de souveraineté. Pour moi, c'est clair que ce lien-là, même que dans un dernier article, je vais plus loin puis je regarde même la philosophie politique derrière l'interculturalisme, le multiculturalisme et derrière la convergence culturelle. Et en gros, derrière la convergence culturelle, il y a ce qu'on appelle un républicanisme d'inspiration française, mais québécisé avec les écrits de Marc Chevrier et d'autres. Donc, il y a vraiment une philosophie politique différente du libéralisme anglo-américain qui est derrière l'interculturalisme. Et pour moi, le projet de souveraineté a beaucoup plus de pertinence si c'est le véhicule d'une proposition philosophique alternative. C'est pas juste on veut récupérer des programmes, on va mieux les gérer avec nos propres fonctionnaires, puis on va économiser des millions. Oui, tant mieux.
Mais je pense que si on veut vraiment mobiliser un peuple, il ne faut pas juste penser que ça va se faire avec des calculs comptables et du rapatriement de programmes. Je pense qu'il faut arriver avec une proposition philosophique alternative, originale en Amérique du Nord, et la convergence culturelle peut être un élément de ça avec, évidemment, la loi 101 et tout ce qu'on a d'autre qui nous différencie. Merci. Je pourrais quasiment m'arrêter là, mais je vous souligne rapidement, donc, la deuxième partie de mon exposé, c'est qu'ensuite, j'explique comment les principes qu'on vient de voir, la convergence culturelle, comment ça pourrait se traduire dans une loi. Parce que c'est une chose d'avoir un beau concept là, qui flotte dans les airs ou dans des écrits. Ensuite, le mettre dans une loi, c'est autre chose, mais ça peut se faire. Parce qu'il y a des modèles. Bon, déjà, la loi sur le multiculturalisme, sur le fond, c'est l'anti-modèle, mais sur la forme, c'est intéressant. On fixe des principes. Après ça, on dit qu'il faut que tous les organismes publics mettent ça en œuvre. Donc, sur la forme, on peut s'en inspirer. Puis sinon, au Québec, il existe une belle loi cadre qui s'appelle la loi sur le développement durable, où on fixe les grands principes du développement durable. Ensuite, on dit que chaque organisme public au Québec doit respecter ces grands principes-là. Puis ensuite, on a une stratégie pour mettre en œuvre les grands principes du développement durable. On pourrait faire la même chose pour la convergence culturelle. Donc, on prend les grands principes dont je parlais à l'instant puis que je pourrais vous rappeler ici, puis on les met dans une loi, puis ensuite va en découler une politique avec des mesures très, très concrètes. Ensuite, chaque organisme de l'État doit mettre ça en œuvre et c'est ce que je vous propose. Donc, concrètement, ce qu'on pourrait retrouver comme principe dans une loi sur la convergence culturelle, donc qui viendrait mettre dans des mots législatifs, là, dans des textes de loi, les principes des auteurs dont je vous parlais plus tôt. On pourrait parler du lien entre la langue et la culture. C'est ça la grande force de la convergence culturelle. Alors que le multiculturalisme, c'est quoi? Multiculturalisme et bilinguisme. Okay, plusieurs cultures, mais juste deux langues. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de lien entre langue et culture. La langue, c'est strictement un outil de communication, rien à voir avec la culture. Non. En vertu de la convergence culturelle, on dit qu'on a une langue commune qui est le français. Bien, la langue, c'est pas juste un moyen de communication, c'est aussi un véhicule culturel. Donc, vient avec ça la culture commune. Donc, il y aurait un principe de la loi là-dessus. Toute la question du maintien du statut majoritaire, on en parle beaucoup, puis quand on tombe sous le 50 de francophones à Montréal, ou quand on voit qu'on est moins de 50 des allophones dans les cégeps français, c'est comme un seuil symbolique qui vient nous chercher, puis là, c'est là qu'on réalise qu'il faut se prendre en main. Mais la question donc de la préservation du statut majoritaire du français, non seulement au Québec, mais y compris dans chacune de ces régions, à commencer par Montréal, ça pourrait se situer dans cette loi-là, donc le maintien du statut majoritaire du français, de la culture française, la culture québécoise d'expression française. Le principe du refus de l'assimilation, donc je vous l'ai dit, c'est comme ça qu'est caricaturé, qu'est attaqué la convergence culturelle, comme si c'était assimilationniste, comme si on voulait que les nouveaux arrivants fassent complètement fi de leur bagage culturel, de leur pays d'origine. C'est pas ça la convergence culturelle. On le mettrait dans une loi, ça viendrait clore le débat. Ensuite, on pourrait mettre le principe d'intégration dans la loi. Souvent, on parle d'intégration. Tout le monde est pour l'intégration, mais rarement, on prend le temps de la définir. Donc moi, en m'inspirant des écrits sur la convergence culturelle, entre autres, je la définis autour de deux éléments, essentiellement. Donc, l'intégration, c'est la participation à des institutions communes. Donc, quand chacun est dans sa petite boutique, de sa petite communauté ethnique, c'est pas vraiment de l'intégration. Mais quand on fréquente des mêmes écoles, des gens de différentes origines dans une école commune, des gens de différentes origines dans un État avec une fonction publique, avec des gens de toutes les origines de partout dans le monde qui arrivent ici, puis qui œuvrent ensemble au sein d'un ministère, donc la participation à des institutions communes fondées sur une langue commune. Premier élément de l'intégration. Ensuite, il y a la question de l'adaptation. Donc, c'est pas juste être ensemble, travailler ensemble et tout en demeurant totalement différent. Il y a c'est plus dynamique que ça. Et là, moi, ce que je propose, c'est, je parle d'adaptation réciproque, mais asymétrique. Donc, adaptation, parce que évidemment que nos compatriotes issus de l'immigration, quand ils arrivent au Québec, il faut qu'ils s'adaptent. Là. Personne oserait dire le contraire, même si dans le multiculturalisme, des fois, on renverse ça, puis on dit que c'est à la société d'accueil de s'adapter. Moi, ce que je dis, c'est adaptation réciproque. Oui, les nouveaux arrivants, ils doivent s'adapter. Les Québécois de la société d'accueil doivent aussi s'adapter parfois, oui. Donc, réciproque, mais asymétrique, dans le sens où c'est normal que les nouveaux arrivants fassent plus d'efforts d'intégration. Puis,
c'est à la fois prescriptif et descriptif ce que je vous dis là. Donc, je ne pense pas rien inventer, c'est ça qui arrive dans les faits. Quelqu'un qui arrive, ben oui, il faut qu'il fasse des efforts, puis son voisin québécois francophone va peut-être faire 2-3 petits efforts, mais moins que la personne immigrante qui a beaucoup d'efforts à faire. Donc, c'est de dire, reconnaissons ça dans une loi. On a des efforts à faire comme société d'accueil, les nouveaux arrivants ont des efforts, puis forcément, c'est un petit peu plus eux autres qui en ont. Maintenant, aidons-les là-dedans. Il ne s'agit pas de dire tout le fardeau de leur bord, c'est le fardeau des deux bords, il faut les aider dans les efforts d'adaptation, francisation et autres. Ensuite, j'avais les principes d'appropriation identitaire. Hein. Il y avait un auteur que je citais tantôt qui dit la convergence culturelle, c'est être québécois au Québec. Donc, il faut penser en termes de politique publique comment l'identité québécoise, il faut que ça soit associé à la conception qu'on entendait dans les discours tantôt, c'est-à-dire tout le monde au Québec est québécois, mais plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, comment on le fait ressentir ça à nos compatriotes issus de l'immigration récente? Bien, ça prend des politiques, il faut distribuer des petits drapeaux, puis tu sais, faut mettre l'épaule à la roue. Et dans une politique de convergence culturelle qui découlerait d'une loi sur la convergence culturelle, on aurait ce genre d'action-là pour l'appropriation de l'identité québécoise par tout le monde, hein, par les régions, par les pauvres, par les riches, donc au-delà de la question des nouveaux arrivants. Ensuite, le principe de la mixité, donc autant que possible, faisons en sorte que dans nos organismes, dans nos institutions, on a des gens de différentes origines, faisons en sorte que ce ne soit pas les immigrants du Botswana soient accueillis seulement par des gens du Botswana, donc on essaie d'éviter ça. Oui, la communauté d'origine peut être active dans le processus, mais il faut qu'il y ait des gens de toutes les origines qui participent à ce genre de processus d'accueil et d'intégration. Puis ensuite, dernier élément sur lequel je veux insister, le rôle des œuvres et des productions artistiques. Et ça, c'est une autre différence entre convergence culturelle et interculturalisme. Quand on parle d'interculturalisme puis qu'on parle d'intégration, on dit essentiellement marché du travail. Il faut que les immigrants aient accès à un emploi, puis évidemment que c'est super important. Puis on dit les droits et libertés. Il faut que nos nouveaux arrivants connaissent la Charte québécoise et tout. Parfait, pas de problème avec ça. Mais beaucoup moins souvent, presque jamais, quand on parle d'interculturalisme, on va parler d'œuvres, les arts, les lettres. Puis pour moi, ça doit être au cœur de l'intégration. Quand on parle des institutions, là, il doit y avoir une participation commune. Là, ben c'est ça. Là, au Québec, on est fort parce qu'on a un État. Bon, ben il faut s'en servir pour faire des politiques de la langue, de la culture, puis intégrer des gens de partout avec des bons postes dans la fonction publique. On a un gros État, c'est notre force. Une autre affaire qu'on a qui est notre force, ça, c'est la culture. Plus que partout ailleurs, notre PIB repose sur la culture. Notre culture, elle rayonne plus que celle de toutes les autres provinces réunies. Bien, servons-nous de ça comme un... Ouais. Servons-nous de cette culture-là, donc au sens des arts et des lettres, comme un puissant véhicule pour dire à des gens de partout dans le monde qui viennent se joindre à nous, regardez, on a une super belle culture, on a quelque chose à vous offrir, parce que ça, c'est une autre chose que j'ai retenu de Guy Rocher. Guy Rocher disait, dans le fond, le multiculturalisme, c'est un peu comme le Canada anglais qui dit, bon, on n'a pas grand-chose à vous offrir aux nouveaux arrivants, là, donc, gardez votre culture parce qu'on n'a pas tant une à vous offrir. Je me souviens, Diane Lemieux avait dit un jour, il n'y a pas vraiment de culture ontarienne, là, vous vous souvenez, c'est un classique. Je le rappelle parce que c'est une députée du coin, là. Donc, il y avait un peu de vrai là-dedans. Donc, au Québec, on a ça, là, c'est puissant la culture québécoise, mais servons-nous-en, mettons-la au cœur de notre politique d'intégration, puis on va donner le goût à des gens de partout dans le monde de se joindre à notre grande aventure. Du moins, c'est le pari de la convergence culturelle. Là, j'ai presque envie d'arrêter ici parce que c'est un bon punch, mais j'en ai un autre. Donc, j'ai envie tout simplement de vous dire la chose suivante. Ce que j'aime particulièrement de la convergence culturelle, éventuellement d'une loi sur la convergence culturelle, c'est, je pense que c'est un potentiel d'être rassembleur. Après ça, on pourra parler ensemble, oui, mais les anglophones, les autochtones et tout. Puis après ça, on pourrait faire plein de nuances, là, puis c'est pas simple, mais je pense vraiment qu'en misant sur la culture, les arts, les lettres, plutôt que les religions et les couleurs de peau, je pense qu'à la base, là, c'est ce choix-là qui est fait, contrairement au multiculturalisme. Si vous regardez la loi sur le multiculturalisme, là, le mot race, il est partout. Partout dans la loi sur le multiculturalisme. Puis je vous parle, mais puis religion et tout. Il me semble qu'à la base, là, de faire le choix de dire, parlons, puis misons sur les arts, les lettres, la culture, puis accordons un petit peu moins, voire très peu d'importance aux couleurs de peau puis aux religions qui peut-être relèvent plus de la sphère privée. Il me semble que comme Paris, là, je sens qu'on est sur du solide. Et finalement, j'ajouterais la chose suivante. Une loi sur la convergence culturelle, je pense que ce serait bien parce que ce serait comme de montrer à tous les Québécois, en particulier les jeunes, en particulier à ceux qui sont issus d'immigration récente, là, ce serait de leur montrer le vrai visage du nationalisme québécois. Pas les caricatures des antinationalistes, là, le vrai visage du nationalisme québécois, qui est finalement le visage d'un humanisme culturel. Merci.
Merci à vous. Est-ce une période d'échange un peu? OK. Ben merci, quel bel accueil, super. Donc, il y a peut-être une période d'échange, je ne sais pas si Isabelle... Tout à fait. Merci beaucoup, Maître Rousseau. Et donc, voilà, maintenant, on est rendu à la période de la plénière. Comment ça va fonctionner? Il y a un micro au centre ici. Si vous avez des questions, vous avez juste à vous lever. Idéalement, on va se contenter d'une seule question par personne. Il n'y a pas beaucoup de temps. Normalement, on était censé terminer à 3 heures, alors peut-être un petit 15 minutes. Non, on a commencé en retard et tout ça, là. C'est la faute de personne. De toute façon, c'est très intéressant. Donc, voilà, fait qu'un petit 15 minutes, là, mais on va poser des questions, là. On se contente d'une question par personne, puis ça se passe ici. Puis Martin, si jamais il y a quelque chose, tu vas gérer le micro. Merci. Oui, bonjour. André Duval, Pointe-aux-Trembles. Avant de poser ma question à M. Rousseau, j'aimerais remercier Anna de ton témoignage. Ça m'a réellement touché énormément. Alors, merci pour le Québec. Merci pour ce que tu fais pour le Québec. Monsieur Rousseau, vous parlez souvent... premièrement, j'ai adoré votre intervention, votre conférence. Je suis pour la convergence. OK? Maintenant, vous parlez souvent de loi. On sait que M. Lorrain avait voulu donner le nom de charte à la loi 101 pour lui donner une stature nationale importante. On pense aussi à la notion d'avoir une constitution au Québec. On n'a pas de constitution au Québec. Celle de 82, ce n'est pas notre constitution. On ne l'a pas signée. Alors, ne faudrait-il pas plutôt parler d'une constitution du Québec et intégrer la convergence culturelle, le vivre ensemble, la question de l'intégration, du français, en fait, tout couvrir avec un projet de nation, de constitution, excusez. Ça ne serait pas plus pesant, plus lourd, plus justificatif de notre présence dans ce continent-là? Bien, très bonne question. Merci beaucoup. Ça permet d'approfondir la réflexion. Donc, la réponse courte, ce serait oui, ce serait une bonne idée de mettre la convergence culturelle dans une constitution. La réponse longue, c'est qu'il y a 2-3 petites nuances à faire. Mais d'abord, la réponse courte, donc oui. Moi, la façon que j'imagine ça, une constitution québécoise, c'est qu'effectivement, on aurait les grands principes, donc dont le français langue commune, langue officielle, dont la convergence culturelle. Donc ça, je vous suis 110 %. Maintenant, l'avantage d'une loi cadre, qui n'est pas la Constitution, puis qui serait complémentaire à une Constitution qui mentionnerait la convergence culturelle, peut-être même ses principes. Donc, l'avantage d'une loi cadre, c'est qu'on peut aller dans le technique. Des fois, ce qu'on évite un petit peu dans une Constitution, où on s'en tient parfois aux principes. Donc, dans une loi cadre, on peut vraiment aller, et je le fais dans mes travaux, en annexe de mes textes, c'est qu'on va vraiment dans le détail de dire, ça va être quoi les mécanismes. Mais là, moi, je dis chaque année, n'importe quel organisme, là, la SAQ, ou n'importe quel organisme de l'État québécois doit rendre des comptes. Qu'est-ce qu'il a fait pour la convergence culturelle cette année? Qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? Donc, plan d'action, mention dans son rapport annuel, etc., etc. Puis après ça, on saisit le Parlement avec un commissaire à convergence culturelle. Donc, tous des trucs de mécanique que j'imagine plus dans une loi cadre sur la convergence culturelle que dans une Constitution. Mais assurément, dans la Constitution, on mettrait, à mon sens, le principe de la convergence culturelle. Ensuite, la seule nuance que je fais, c'est que parfois, la Constitution, il faut toujours faire attention parce que la Constitution, si on en fait une loi au-dessus des autres lois, ça permet aux juges d'invalider les autres lois au nom de notre Constitution. Puis nos juges qui rendent des jugements en matière constitutionnelle sont presque tous nommés par le fédéral. Donc, dans un Québec souverain, aucun problème. Dans un Québec qui fait partie du Canada avec des juges nommés par le fédéral, il faut juste se garder 2-3 mécanismes là, qui font en sorte que si jamais notre Constitution se retourne contre nous de par l'interprétation des juges, le Parlement québécois peut reprendre le contrôle. Mais ça peut se faire. Merci. Bonjour, Muriel Châtelier, Montréal. Bonjour, Muriel. Bonjour. Donc, j'ai une question. Vous avez beaucoup parlé de l'intégration des nouveaux arrivants dans votre stratégie. Et puis, moi, je me pose la question. On sait qu'il y a beaucoup d'immigrants de deuxième génération, comme on les appelle, d'immigrants de deuxième génération, troisième génération, donc des personnes qui sont nées ici, qui ne se considèrent toujours pas québécoises aujourd'hui. Donc, je voulais savoir, dans votre stratégie de convergence culturelle, où est-ce que vous les placez, puis comment est-ce que vous abordez ce problème-là?
Très, très, très bonne question parce que c'est je trouve, un des meilleurs arguments pour la convergence culturelle. Puis j'avais oublié de le mentionner dans mon exposé, donc merci de me poser la question. Donc, ce qu'on appelle les immigrants de deuxième, troisième génération. Puis là, je sais qu'il y en a des fois qui me disent c'est pas la meilleure expression parce que là, c'est comme s'ils sont immigrants pour toujours, mais on comprend de quoi on parle, puis ça se veut intégrateur et non pas exclusif quand on dit ça. Fait que je reprends l'expression sans aucun problème. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le multiculturalisme et l'interculturalisme, ça a été pensé essentiellement dans les années 60, 70, au moment où c'était beaucoup la question des immigrants de première génération qui se posait. Donc, les Italiens qui est arrivé à Saint-Léonard dans les années 50, 60, bon, pour prendre des exemples classiques, on était beaucoup dans une façon de penser première génération. Puis là, c'est sûr que multiculturaliste, puis surtout interculturaliste, ça peut avoir un peu de sens. C'est évidemment, quelqu'un débarque d'Arménie hier, on peut pas dire, bon, ben demain matin, on va chanter Jean du pays ensemble. Là, non, là, c'est comme... Puis donc, ça peut être... Donc, l'interculturaliste, ça peut être une façon de dire, ben là, vous venez d'arriver, on va s'intéresser à votre culture d'origine, puis vous allez vous intéresser à notre culture... Tu sais, pour la première génération, ça a peut-être un peu de sens dans l'interculturalisme. Tu sais, je peux comprendre. Mais pour les deuxième, troisième, on oublie ça. Imaginez-vous les enfants issus d'un mariage mixte, comme c'est plein dans les deuxième, troisième générations. Là, c'est quoi? On va leur dire, ah ouais, mais toi, t'as juste un parent, Canadien, Français, un Italien. Fait que tu vas être plus, on va te faire, on va te demander de faire de la culture italienne, puis on va te faire découvrir la culture québécoise comme si tu n'étais pas né dedans. Tu sais, il y a quelque chose là, qui fait que l'interculturalisme et le multiculturalisme, pour moi, déjà première génération, on peut poser des questions, mais sur certains angles, ça peut être pertinent à certains égards, de manière temporaire ou quoi, puis il y aurait des nuances à faire. Mais deuxième, troisième génération, pour moi, c'est clair. Là. Tu sais, les enfants issus de mariage mixte, c'est tellement les meilleurs exemples ils ont comme une espèce de double bagage, puis là, ben, s'ils veulent devenir artistes ou s'ils veulent contribuer autrement à la culture québécoise, ben, ils vont participer de plein pied, puis ils sont nés dedans, mais par ailleurs, ils vont peut-être y contribuer parce qu'ils ont parlé à Nona, pour prendre le mot gravement italien, puis ben, grâce à Nona, ils connaissent 2-3 petits trucs d'italien, puis là, ben, ils vont peut-être contribuer à la culture québécoise par son évolution en allant chercher un petit quelque chose d'italien, puis c'est ça la convergence culturelle. Donc, moi, ça m'apparaît évident que les jeunes de deuxième, troisième génération sont bien plus dans la convergence culturelle que dans l'interculturalisme et dans le multiculturalisme, qui est une espèce d'assignation identitaire. Puis dans leur cas, c'est une assignation identitaire à comme la moitié de leur identité, ce qui est encore plus débile que les assigner à leur identité associée à leurs origines. Donc vraiment, clairement, pour moi, la convergence culturelle, c'est pensé pour les deuxième, troisième générations. C'est beaucoup plus fin 70, début 80 que le multiculturalisme qui est plus fin 60, début 70. Bonjour, merci beaucoup pour votre excellent discours. François Bérard de Bourget. Moi, je trouve fort intéressant, je suis un tenant plutôt de l'interculturalisme au départ, mais je trouve fort intéressant vos arguments. Ça m'amène à glisser vers ce que vous amenez, parce qu'effectivement, au niveau de l'interculturalisme, il y a un côté un peu conceptuel derrière ça, et quand on relit les écrits, soit de Rocher, de Godin ou autres, ça nous permet de ramener l'idée qu'il y a une trame de fond de la culture québécoise qui est la société canadienne-française de base, sur lesquelles se sont greffés graduellement d'autres groupes. Là où je vois, par contre, un élément où je voudrais vous faire une mise en garde, c'est par rapport à la question de la convergence culturelle face aux nations autochtones d'ici. Il y a un rapport différent chez eux par rapport à la société québécoise. Je pense que pour les personnes qui sont immigrantes ou les gens qui cherchent à s'intégrer dans cette société-là parce qu'ils sont issus de l'immigration première, deuxième, troisième génération et des fois même beaucoup plus loin dans le temps, je me dis que ça peut faire beaucoup de sens par rapport aux nations autochtones qui vivent actuellement plus sous un régime de ségrégation, qui est beaucoup plus poussé en termes d'exclusion sociale et de compartimentation que le multiculturalisme canadien, parce que le Canada leur fait vivre ça, ils vivent sur des réserves, etc. Peut-être que la notion d'interculturalisme pourrait être à ce moment-là appropriée dans leur cas. C'est ce que je voulais vous soumettre et avoir votre opinion là-dessus. Exactement. Donc, autant on est d'accord sur la convergence culturelle, autant on est d'accord sur la question des Autochtones. C'est pour ça que j'avais un petit peu ouvert la porte tantôt, mais sans aller jusqu'au bout, parce que je voulais justement profiter de la période d'échange. Donc, vous avez tout compris. Moi, je me dis, bon, les nouveaux arrivants, entre autres,
en raison du fait qu'il y a beaucoup de mariages mixtes et tout. C'est juste pas réaliste de penser qu'à très, très, très long terme, quelqu'un qui a un huitième d'origine italienne va préserver une culture italienne intacte sur 8 générations. Là, ça n'a aucun sens. C'est pas ça qu'on souhaite, c'est pas ça qu'ils souhaitent, puis c'est juste pas réaliste. Fait que convergence culturelle, une culture québécoise qui s'enrichit, parfait. Autochtone, là, on souhaite que la culture abénaquise ou iroquoise se perpétue pendant 8, 10, 12, 20, une infinité de générations. C'est ça qu'on souhaite comme société pour toutes sortes de raisons, entre autres parce que ces langues-là n'existent pas ailleurs. Fait que, si on n'en prend pas soin ici, ben, ils vont disparaître, puis là, au niveau du patrimoine culturel de l'humanité, ce serait une perte. Donc, je suis 100% d'accord avec vous que pour ce qui est des Autochtones, on pourrait penser à une approche interculturelle, mais qui finalement serait la traduction sur le plan culturel d'une approche internationale, donc de nation à nation, en termes plus politiques. Donc, sur le fond, je suis d'accord avec vous. Ensuite, concrètement, sur le plan d'une éventuelle loi sur la convergence culturelle, ça nous donne deux possibilités. Soit on dit, on fait une loi sur la convergence culturelle, mais là-dedans, il y a aussi un espace qu'on fait pour l'interculturalisme parce qu'on juge que c'est pertinent pour les Autochtones. Puis là, peut-être que la question se poserait aussi pour les anglophones et leurs propres écoles et tout. Là. On pourrait faire ce débat-là aussi, mais certainement pour les Autochtones. Donc, ça pourrait être dans la loi. Ou on n'en parle pas dans cette loi-là, puis ça n'a pas rapport là. Ça, c'est une loi davantage sur les questions qui touchent les non-Autochtones. Puis à la limite, moi, ça, je dirais, comme toutes les bonnes lois qui touchent les Autochtones, le mieux, c'est de s'asseoir avec eux, en discuter avec les représentants des peuples autochtones. Est-ce que vous souhaitez être inclus, mais avec un statut spécial dans la loi sur la convergence culturelle ou pas du tout mentionné dans cette loi-là, puis on pourra avoir d'autres lois pour l'autodétermination, puis toutes les questions là, qui doivent être traitées différemment au niveau des Autochtones. Voilà. Bon, alors Aïcha Van Dune, candidate du Parti québécois dans Repentigny. Je suis aussi professeure de littérature au collégial et impliquée dans le regroupement des professeurs pour le Cégep français. Félicitations. Oui, on travaille très fort en ce moment. Et ça donne des résultats. Exactement. En tout cas, dans la mobilisation au niveau législatif. Mais aujourd'hui, Guillaume, je veux vous remercier. Je veux vous remercier comme fille d'immigrants, parce que moi, j'ai un papa belge, flamand, qui s'est exilé une première fois un long séjour de plusieurs années en Afrique du Nord, notamment en Algérie, d'où mon prénom Aïcha. C'est pas de l'appropriation culturelle. Et quand je vous ai entendu parler de convergence culturelle, moi, j'étais pas familière avec le concept, même si je suis au Parti québécois, parce que j'étais jeune, puis peut-être justement parce que mon père était migrant, puis c'est lui, fondamentalement, qui m'a formée intellectuellement. Je dirais que c'est un intellectuel. Mais dans vos articles, dans vos propos, j'ai reconnu l'approche de mon père comme immigrant, profondément. Alors, une attitude, dans le fond, une idée qu'une adhésion progressive à la culture québécoise. Il y a des étapes dans l'immigration. Puis tantôt, vous parliez de littérature, de culture. Je vous invite tous à lire Abla Faroud, une grande écrivaine d'origine libanaise qui était une indépendantiste convaincue, qui est décédée en décembre dernier. D'ailleurs, on pourrait lui rendre un hommage un petit peu plus important que ce qu'on a vu. Donc, mon père, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, quand vous parlez d'ouverture, moi, je trouve que le mot est faible. Je trouve qu'on peut aller encore plus loin parce que le mot ouverture, pour moi, tu sais, c'est comme une petite ouverture. Puis, pour moi, c'est embrasser au sens large. Donc, mon père, il passait son temps à demander aux gens « D'où tu viens, toi? » Puis aujourd'hui, on entend chez les jeunes, j'ai des enfants de 16 et 18 ans, pour qui ils sont gênés de demander ça à quelqu'un parce qu'on leur dit que ça peut être vexatoire. Alors que quand on dit d'où tu viens, quand mon père disait ça, d'où tu viens toi, d'où sont tes parents, il y a une attitude d'intérêt pour l'autre, de curiosité. Et je pense que c'est ça qu'on souhaite. Ça dit d'où tu viens, tu m'intéresses hautement, quelle richesse tu apportes, quel bagage ton histoire. Donc cet apport à cette culture commune, puis cette idée de foyer vers lequel on converge, c'est comme si vous aviez littéralement mis des mots sur ce qu'on vivait à la maison. Donc, je voulais parler un petit peu aussi d'Abla Faroud pour dire qu'elle disait le pays, mon pays, c'est celui où mes enfants sont heureux. C'est intéressant. Il y avait une question aussi tout à l'heure, la question pourquoi des fois on a la difficulté à s'intégrer, mais elle dit qu'il faut d'abord faire le deuil de son pays d'origine. Mon père est arrivé ici en amour avec une Québécoise. C'est pas la même chose que des gens qui quittent par la force comme Abla Faroud parce qu'il y avait une guerre au Liban. Donc, ma question pour vous, c'est vous parlez aussi dans vos textes de valeurs. Ça m'apparaît un petit peu difficile après la charte de valeurs. Donc, comment aborder ça, les valeurs communes qui, éventuellement, si j'ai bien compris, peut-être pas, peut-être que vous pourrez clarifier, mais ferait partie d'une loi, de cette loi que vous proposez,
Donc, quelles seraient ces valeurs communes? Comment en discuter? Comment s'entendre là-dessus? Ça me paraît un peu plus difficile, donc j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, certainement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Puis, je vais répondre à votre question. Je ne vais pas du tout l'éluder, elle est super bonne, mais je vais juste réagir à ce que vous avez dit plus tôt. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites quand vous dites, dans le fond, que vous mettez avec convergence culturelle des mots sur ce que j'ai vécu avec ma famille, mon père et tout. Ça, c'est super important parce que souvent, l'argument des multiculturalistes, c'est de dire le multiculturalisme, là, ça existe dans les faits. Il y a une politique fédérale, mais ça, c'est pas important parce que c'est les faits. Les faits sociaux sont le multiculturalisme. Fait que vous pouvez essayer d'adopter la politique de convergence culturelle que vous voulez, ça n'a aucune importance. La réalité des choses, c'est le multiculturalisme. Puis le fédéral, avec sa politique, il fait juste comme généreusement constater la réalité, puis la mettre dans une loi, puis tu sais, oubliez ça. Donc, ça dépolitise. Mais moi, je dis, c'est faux. Les faits, c'est toujours plus compliqué que les simplifications qu'on tente parfois d'en tirer à des fins politiques. Les faits, là, c'est qu'il y en a plein de Québécois, de plein d'origines, qui se sentent parfaitement québécois, qui participent à notre culture québécoise. C'est des faits, ça. Puis là, tantôt, je vous en ai nommé 4-5, vous avez votre témoignage, on pourrait en nommer plein. Donc, ça aussi, c'est des faits. Est-ce que c'est des faits aussi que certains Québécois, au bout de 3-4 générations, ben, ils se reconnaissent pas dans la culture québécoise, puis ils en consomment pas, puis ils en écoutent pas? Oui, ça arrive. Ça aussi, c'est des faits. Après ça, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut comme État encourager. Après ça, la question politique ne peut pas éluder les faits. Mais quand on vous dit le multiculturalisme, c'est des faits, puis vous ne pouvez rien faire contre, ça, c'est hyper dépolitisant, donc c'est hyper antidémocratique, puis c'est juste faux sociologiquement. Je veux dire, la convergence culturelle, c'est Dumont puis Guy Rocher qui ont fait ça, là. Nos plus grands sociologues, puis ils l'ont fait pour refléter quelque chose qui existait pour vrai et non pas quelque chose, c'est pas de l'ingénierie sociale. Là, on part d'une réalité sociale, puis ensuite on fait un choix politique de dire l'État doit mettre son poids pour la convergence culturelle. Après ça, il y a des faits sociaux que l'État ne contrôle pas, puis il y a des politiques fédérales, puis il y a les forces du marché, mais comme État québécois, qu'est-ce qu'on favorise? Ben, moi, je pense qu'on devrait favoriser la convergence culturelle. Ensuite, vous avez nommé une auteure, Farouk, je ne la connais pas, vous faites bien de nous la faire découvrir en la mentionnant. Il y a beaucoup Naïm Katan. Quand je pense convergence culturelle, je pense beaucoup à Naïm Katan qui a un certain nombre de phrases vraiment très belles. Là, la culture québécoise comme une maison qui a des fondations solides, dont on explore les contours avant de l'ériger encore plus haut. Là, il y a des belles phrases qui me font penser à la convergence culturelle. Sinon, valeurs communes, très bon point. Donc, dans la première étude que j'ai publiée sur la convergence culturelle, c'était justement à l'époque de la Charte des valeurs. Puis là, je voulais comme être en dialogue avec ces questions-là. Donc, j'avais fait une loi cadre sur la convergence culturelle, avec les principes que j'ai énoncés tantôt, l'intégration, mixité, etc., plus un certain nombre de valeurs. Égalité homme-femme, protection des enfants. Puis là, j'avais essayé d'associer des grandes œuvres québécoises à chacun de mes valeurs. Fait que c'était pas parfaitement scientifique, là, honnêtement, mais en même temps, je me dis que des fois, dans nos travaux comme juriste, c'est bien d'aller voir ce qui se fait dans les arts, les cultures. Fait que j'avais été un peu audacieux. Donc là, il y aurait un choix politique à faire. Est-ce qu'on veut comme une loi sur la convergence culturelle? Puis là, je pense qu'on pourrait se limiter aux principes que j'énonçais tantôt. Ou est-ce qu'on élargit puis on dit, dans le fond, l'hypothèse que j'avais, la prémisse que j'avais dans cette première version de l'étude, c'était de dire, bien, dans le fond, notre culture, elle charrie, elle transporte des valeurs. Donc, à travers nos grandes œuvres et tout, si on réfléchit à partir de nos grandes œuvres, on va découvrir qu'il y a des valeurs, d'où le fait que j'ajoutais des valeurs dans la loi. Puis ensuite, dans les politiques, concrètement, ça se traduit par des mesures qui reflètent ces valeurs-là. Mais je vous dirais que c'est un choix politique, mais je me dirais, tu sais, politiquement, idéalement, peut-être qu'on mettrait les valeurs et les principes. Peut-être que ce serait ça l'idéal. Peut-être que politiquement, ça serait déjà une grosse bataille de faire une loi sur la convergence culturelle, qu'on pourrait peut-être se limiter aux aspects plus culturels, laisser de côté les valeurs, si on voulait peut-être avoir une bataille politique plus ciblée, peut-être plus facile à gagner. Merci. Vous avez l'air d'aimer les Italiens? Moi, ben, ma femme est italienne. Donc. C'est bien, merci beaucoup. J'en aime une en particulier. J'en suis un. Ah, génial. Puis j'ai appris le français au pays de madame, 10 ans à Liège. Génial. Et je suis arrivé au Québec en 61, on me prenait pour un Belge parce que j'avais l'accent belge. Ah. Aujourd'hui, je l'ai perdu. Et en venant aujourd'hui ici, je me demandais, mais c'est quoi ça, la convergence? Je ne me rendais pas compte que je l'avais écrite dans le volume que j'ai passé là, dans la feuille que j'ai ajoutée. Il y en a une que je vais citer, d'un grand homme indien de l'Inde, non pas un Amérindien, Mahatma Gandhi. Gandhi, ce qu'il dit, et je le cite, attendez, « Je ne veux pas que ma maison soit complètement fermée et que toutes les fenêtres en soient murées.
Je désire que toutes les cultures du monde circulent autour de ma maison aussi librement que possible. Je refuse toutefois qu'aucune d'entre elles me fasse perdre la mienne entre elles. Fini la citation. Moi, ce que je résume ça en disant, au Québec, je l'ai écrit, le français pour tous, ensuite, les communautés peuvent développer comme elles le désirent. Exact. Alors. Exact. Donc, réaction rapide. Vous faites bien de citer un auteur indien dans ce cas-ci. Effectivement, autant le concept de convergence culturelle a été beaucoup travaillé par Rocher-Dumont, mais si on regarde dans la littérature internationale, là, il y a différents auteurs dans le monde, dans différents contextes, qui vont aussi utiliser ce concept-là, ou en anglais, là, cultural convergence, pour parler de choses assez semblables. Donc, ça prouve qu'il y a un potentiel probablement universel à ce concept-là. Et donc, on peut trouver comme ça des grands auteurs d'ailleurs qui ont des pensées qui vont dans ce sens-là. Puis ça, je pense que ça nous renforce dans la légitimité de notre modèle. OK, merci. Bonjour. Oui, bonjour, je vais être rapide. Moi, je suis issu je m'appelle Rachid Bondou, je suis issu de l'immigration kabyle au Québec, donc indépendantiste. Je vais être très rapide. J'aimerais savoir quelle place réserve cette convergence culturelle que vous venez de décrire aux valeurs de la société, aux valeurs communes. Parmi ces valeurs-là, la laïcité. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais citer le mot parce que elle a généré, il y a eu plusieurs débats qui ont tourné autour d'elle. Je voulais également poser une autre question par rapport aux autochtones, mais j'ai eu la réponse, il y a un monsieur qui l'a posée. Voilà. Très bonne question là, sur les rapports entre convergence culturelle et laïcité. Puis ma réponse serait en deux temps, puis là peut-être ça va avoir l'air contradictoire, mais en fait ça se veut nuancé et subtil. Mais en gros, je dirais deux choses. Je pense que c'est tout à fait possible de dire, que quelqu'un de dire, ben moi je préfère l'interculturalisme à la convergence culturelle, pour telle raison, et par ailleurs, je suis favorable à la laïcité, à la loi 21. C'est pas complètement impossible, j'ai des gens en tête qui pourraient faire ça, puis ça se tient, là, je veux pas dire que c'est exactement convergence culturelle, c'est forcément la loi 21, puis que la loi 21, c'est forcément la convergence. C'est un peu plus compliqué que ça, on peut avoir différentes sensibilités, ce qu'on a vécu sur le plan culturel, on peut avoir vécu des choses différentes sur le plan religieux, puis bon, pour toutes sortes de raisons individuelles, il n'y a pas un signe égal entre convergence culturelle et laïcité, loi 21. Par contre, je pense qu'il y a comme une communauté d'esprit aux deux. Je pense qu'il y a comme une cohérence entre un gouvernement qui serait pour la convergence culturelle et qui serait pour la loi sur la laïcité. Parce que moi, la loi sur la laïcité, je la comprends dans son cheminement historique comme un exemple de convergence culturelle. Parce que dans le fond, c'est quoi? On a une culture québécoise, d'origine canadienne-française, donc marquée par le catholicisme et tout. Là, on a des gens d'autres religions qui arrivent, et là, ça pose la question de la laïcité. Puis qui va faire la promotion de la laïcité puis de la loi 21? Bien, c'est essentiellement, parfois j'utilise une formule qui résume, qui simplifie les choses. C'est la loi sur la laïcité, c'est Louise Baudouin qui rencontre Jemina Benhabib. C'est donc parmi les personnes qui ont été au cœur du combat, puis sans qui il n'y en aurait pas de loi sur la laïcité, la loi sur la laïcité étant l'aboutissement d'un combat qui durait depuis des générations, mais depuis une dizaine, quinzaine d'années, de manière plus intense et plus ciblée. Bien, donc, autrement dit, la loi 21, la laïcité, c'est à la fois, on tient compte de notre héritage, avec notre histoire avec le catholicisme qui a pesé lourd, puis là, on ne veut pas que les religions soient trop dans l'espace public parce qu'on a vécu quelque chose avec l'Église catholique qui n'est pas ce qui a été vécu dans les autres provinces. Donc, clairement, on a en tête notre culture, notre histoire, notre langue française, c'est clair, là, c'est ça, là, faisons pas comme s'il n'y avait pas de ça, puis que c'était purement abstrait et universel, la laïcité, c'est universel, mais au Québec, ça résonne dans notre histoire. Et par ailleurs, c'est pas fermé. C'est pas genre, nous, on a vécu ça il y a 50 ans avec le catholicisme, donc quand vous arrivez chez nous, c'est de même que ça se passe. C'est pas ça. C'est que à partir de ça, notre histoire par rapport au catholicisme et tout, qui rendait plusieurs Québécois d'origine canadienne-française très sensibles à la question de la laïcité, des Québécoises en particulier, bien, quand sont arrivés des Québécois d'autres pays qui aussi se battaient dans leur pays pour la laïcité, puis on peut penser aux Kabyles, dont certains se sont battus contre l'intégrisme religieux, bien, quand ils sont arrivés ici,
Là, ils ont dit, OK, ouais, on se comprend. Là, vous avez vécu quelque chose de spécial avec l'Église catholique qui fait que vous êtes pour la laïcité. Bien, nous, on a vécu quelque chose de spécial avec une autre religion, puis on est aussi pour la laïcité. Puis c'est ensemble que ça a été rendu possible. Sans Djamila, sans Nadia El Mabrouk, sans Fatima ou de Pépin, il n'y en aurait pas de loi 21. Oubliez ça, on se serait fait traiter de racisme, on n'aurait pas su quoi répondre, même si on aurait eu raison quand même. C'est grâce à ces femmes-là, c'est grâce à des Québécois issus de l'immigration, puis, disons-le, des Québécois de confession musulmane, qu'on a réussi à avoir cette loi-là. Donc, c'est un bel exemple de convergence culturelle. Oui? Bonjour. J'ai venu des pays des Indes, et puis je vais commencer à vous dire Namasteji. J'aimerais vous aussi dire, on dit plusieurs fois dans plusieurs places, Om. Quand vous connaissez, on fait yoga. Je vous félicite, monsieur. Votre idéologie, qu'est-ce que vous allez expliquer avant, c'est exactement le même comme en Inde. Comme exactement le même dans mon culture. En Asie, mon cher monsieur, le monde est un monde. C'est le monde qui on est parti. We belong to this world, and the world belongs to us. It's one family. Je vous félicite, monsieur, comment vous allez me expliquer. C'est la première fois que je suis ici invité. Mais je vous demande une question, tous les Québécois. Pourquoi vous êtes tard? Parce que quand je mettais mes pieds ici, ce n'était pas comme ça. Je vous invite tous de voir le film The Kashmir Files, qui est sorti 11 mars. Ça vous dit quelque chose, probablement, pour la population qui va venir. Si on ne protège pas Québec aujourd'hui, I'm afraid Quebec is not going to be the same Quebec. I came to French Canada, Libère. J'ai venu ici, le French Canada, français canadien, où je peux voter. Où est la liberté pour la femme? Liberté pour tout le monde. J'espère qu'on va garder le Québec comme ça. Ça vient d'ici, de mon cœur, comes from my heart. My family tells me, did we really come to Quebec? We left Kashmir. Is it going to stay the same Quebec? You have a big job to do. I wish you good luck and I wish you my support. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, je retiens peut-être l'importance d'aller lire des auteurs indiens. Je pense que ça fait 2-3 personnes qui nous en citent. Puis, voilà. Je vous écoute. Excellent. Donc, je vais essayer d'être rapide avec ma question. Je vois que la salle commence à se vider. Pour certaines personnes, définirait un peu le débat entre nationalistes québécois et multiculturalistes canadiens un peu comme une guerre culturelle où les gens qui prennent le contrôle du narratif, la définition, des définitions, des expressions, prennent l'initiative sur le message public et la vision qu'en ont les gens. Et lorsqu'on écoute votre exposé, on voit vraiment que finalement la convergence culturelle, c'est vraiment ça, le vivre ensemble, et que multiculturaliste, ça semble plus être le vivre en silo. Donc là, je me demandais, est-ce que pour vous, le terme vivre ensemble est déjà trop connoté multiculturaliste, ou au contraire, ce serait peut-être le moment de se le réapproprier pour prendre l'initiative dans ce débat-là? Merci. Très bonne question. Donc, j'y ai pas réfléchi en profondeur avant, donc j'y vais vraiment pour une improvisation, donc une hypothèse tout au plus. J'aurais l'impression que vivre ensemble, je sais qu'il y en a qui critiquent, qui disent que dans le fond, on utilise l'expression vivre ensemble depuis qu'on ne vit plus ensemble, puis à l'époque où l'intégration allait de soi, on n'avait pas besoin de ce mot-là puisqu'on le vivait sans avoir besoin de mettre un mot dessus. Donc, je connais un peu le point de vue plus critique de l'expression, mais personnellement, je vois pas de problème, ça me semble du bon français, donc déjà, c'est ça le premier critère. Ensuite, effectivement, il y a peut-être que ça a été approprié par des multiculturalistes, mais je vois pas étymologiquement pourquoi il faut absolument que ce soit multiculturaliste, donc je verrais pas pourquoi on pourrait pas se le réapproprier et dire voici notre vision du vivre ensemble, faisons la bataille du vivre ensemble, conception contre conception. Fait que j'aurais tendance à être plutôt de cette école-là.
Un dernier, mais non le moindre. Bonjour. Bonjour. Danny John Fowler, Terrebonne. Je milite dans Longueuil-Saint-Hubert pour le Bloc. Vous avez effleuré tantôt les Autochtones. Hein, vous disiez peut-être le mettre dans un projet de loi ou le mettre à part. Je pense que c'est une erreur. Et puis, souvent, les Autochtones sont comme mis en paquet. Puis il y a les Inuits aussi. Les Inuits, je travaille pour eux autres, là, je ne vous le cacherai pas. 90% de mon travail se fait en langue anglaise, malheureusement. Et je ne vous cacherai pas non plus que la plupart des Inuits ne veulent pas apprendre le français. Pour eux autres, la communauté québécoise, c'est un peu comme si c'était le syndrome de Stockholm, mais à l'envers. Au lieu d'en vouloir aux bonnes personnes, ils en veulent aux mauvaises, là. Et puis, je constate ça chaque jour dans mon travail. Il y a un racisme à l'égard des Québécois, tout simplement. Puis c'est comme généralisé. C'est comme généralisé. Si vous regardez Coudjouac, c'est mené par des clans. Ils font partie aussi de la Convention de la baie James. Il y a la loi sur les Indiens. Il y a du fédéral là-dedans. Et en plus, je pense que ça touche un peu à la paix des braves, mais je ne pourrais pas vous dire à quel niveau, là. Alors, moi, c'est ça que j'observe. Puis si vous voulez avoir un projet rassembleur, il faut inclure ces gens-là. Alors, ma question, c'est comment on va les chercher? Parce que c'est une communauté qui est très poquée et c'est des Québécois. Oui. Alors, voilà. Bien, très bonne question. C'est pas simple. Ça nous mène à un autre dossier qui est très complexe, que je maîtrise moins, mais assez, je pense, pour faire une réponse à peu près intelligente. Donc, moi, la façon que je vois ça, c'est la suivante. Donc, par rapport à la convergence culturelle, je l'ai à peu près dit tantôt, là, mais de manière plus large, je pense que c'est l'approche nation à nation. Je pense que c'est très complexe puis qu'il y a beaucoup de questions techniques, de chasse de propriété, de questions fiscales. C'est extrêmement complexe, le dossier autochtone, ce qui n'est pas une raison pour ne rien faire. Des fois, le réflexe, c'est de dire, comme c'est super compliqué, on va juste rien faire en espérant que dans les médias, ils n'en parlent pas trop, puis on fera peut-être... Ça marchait peut-être avant, mais là, ils en parlent, les médias, on ne peut plus faire ça. Là. Donc ça ne marche plus. Donc là, il faut aller à l'offensive. Puis là, on sait que le fédéral est à l'offensive. Fait que si le Québec ne fait pas quelque chose, c'est le fédéral qui va faire des alliances contre nous autres. Donc là, il faut, je pense, c'est le temps de se réveiller. Idéalement, moi, je verrais encore là une loi cadre. Là, chaque fois qu'il y a un problème, je veux une loi cadre. Mais je verrais ça parce que c'est pas vrai qu'on va demain matin signer les traités avec toutes les nations autochtones. Puis tu sais, ça va... Non, mais si on se donnait une loi, puis on dit, voici les grands principes de la négociation nation à nation, etc. Puis là, il pourrait avoir là-dedans le fait que, de Québec, on a peut-être une volonté qui participe un peu à cette langue commune-là, même si on peut respecter. Puis en échange, on a des efforts à faire avec eux pour les appuyer pour leur langue autochtone, inuit et tout, inuktitut et tout. Donc ça, c'est juridiquement, je verrais ça, une loi cadre sur une espèce de processus menant à l'autodétermination des nations autochtones, des grands principes. On peut peut-être s'entendre sur des grands principes. Quand on va arriver dans les détails, ça va être plus difficile, mais donnons-nous le temps, puis faisons ce grand pas-là de se donner une grande loi dont l'objectif serait l'autonomie des Autochtones, mais aussi leur permettre de sortir de la loi sur les Indiens. Donc autonomie, un peu par rapport au Québec, mais beaucoup par rapport au fédéral. Et je pense qu'on peut participer à ça si on les accompagne. Puis je pense que la Convention de la baie James, paix des braves, il y a un peu de ça aussi là-dedans. Et politiquement, moi, je pense que si on s'assoit avec ces nations-là, avec les Inuits et d'autres, je pense que c'est très correct, c'est même respectueux, c'est même le contraire du paternalisme de dire, OK, vous avez des revendications, parfait. On s'assoit, on note ça, on est ouvert, on va en discuter. Mais nous aussi, on a peut-être comme Québécois des revendications. Peut-être pas autant, puis il s'agit de rétablir un équilibre, puis peut-être qu'il faut leur en donner plus qu'ils vont nous en donner. Mais je pense que ça se fait à table des négos de dire, on aimerait ça qu'il y ait un petit peu plus de français dans le nord du Québec et tout. T'sais, on est prêt à vous donner plus de droits, de ci, de ça, du financement, plus d'autonomie. Nous, on aimerait peut-être ça qu'il se fasse des efforts, autant pour vos langues, mais aussi un petit peu pour le français. Y a-t-il moyen de trouver un terrain d'entente? Fait que je pense que comme nos négociateurs québécois devraient avoir cette optique-là. C'est très correct. L'inverse, ce serait de faire comme on va aller voir qu'est-ce que vous voulez, là, puis on va vous donner des miettes. Là. Ça, c'est paternaliste, ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est de dire, dites-nous ce que vous voulez, on va vous en donner. Nous aussi, on a peut-être des revendications, puis ça serait le fun que si vous pouvez nous en donner un peu. Ça, c'est une vraie relation d'égal à égal. Fait que je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Et c'est la fin.